Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Kumbangum, bonjour. Bonjour, Fatine. Accepter notre invitation. Ben, ça fait plaisir. Écoute, contente d'être là ce matin. Tu es resplendissante. Oh, merci, toi aussi. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes brièvement. Alors, je suis Kumba et je suis sénégalaise d'origine. Je vis à Montréal depuis maintenant 16 ans. Oui. Je suis maman et je suis entrepreneur dans le domaine de l'hôtellerie. Donc voilà, pour dire quelques mots sur moi. Alors, Kumba, tu es une femme inspirante et ton parcours de femme entreprenante, immigrante, entrepreneur, immigrante au Canada nous intéresse. Lors de notre première rencontre, tu nous as expliqué que tu étais venue à Montréal pour poursuivre tes études. Donc, tu étais amenée à faire de l'interprétariat, de la traduction, sauf que la vie t'a mené vers une autre voie. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Avec plaisir. Écoute, Fatine, moi, je suis une personne ouverte. Je pense que la vie est un chemin, au fait, avec plein de, on va dire, de recoins comme un labyrinthe, au fait. Et c'est bien d'avoir un plan, mais des fois, la vie nous amène à changer le plan. Et au fait, moi, quand j'ai quitté le Sénégal, j'avais 18 ans et j'avais un plan déjà tracé, donc j'avais envie d'aller en France, comme beaucoup de Sénégalais le font, pour faire des études supérieures. Et ces études-là, pour moi, c'était les langues, parce que j'avais une grande force pour les langues. Et je m'étais dit, quoi de mieux que l'Europe, en fait, pour explorer toutes les langues. Donc, j'ai pu aller à Malte pour améliorer mon anglais, toujours dans le cadre de mes études. Je suis allée également en Italie, parce que j'avais commencé à étudier l'italien à 12 ans au Sénégal. Et bien sûr, j'avais aussi envie d'aller au Québec, parce que dans la profession, il est connu, il se dit que les meilleurs traducteurs sont justement québécois, les meilleurs au monde, parce que dès leur plus jeune âge, ils baignent dans cette ville bilingue. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, des villes bilingues dans le monde où on parle de manière journalière deux langues, l'anglais et le français. Donc, c'était le cas au Québec et je m'étais dit, pourquoi pas venir faire une maîtrise en traductologie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en 2006, quand j'ai atterri à Montréal, et j'avais réservé donc dans une auberge. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est de là que je vous parle parce que je suis devenue, 16 ans après, copropriétaire de l'endroit. Alors, c'est l'hôtellerie qui est venue à moi. Oui. Ou alors, c'est moi qui suis venue à l'hôtellerie, ça dépend de comment on le voit, mais en tout cas, c'est pas une vocation que j'avais, c'est pas un métier que j'avais envie d'épouser dès le début, parce que je ne m'y connaissais pas tout simplement et j'étais plus dans les langues, donc traduction, mais mon but était vraiment d'être dans l'interprète, en fait, de devenir interprète de conférence. Et j'avais ce rêve de pouvoir porter un casque, d'être à l'ONU et de traduire des discours importants. Et finalement, je me suis retrouvée dans le monde de l'hôtellerie, dans une auberge à Montréal, au centre-ville. Et je te dirais que jusque-là, ça se passe très bien, même si j'imagine que pendant notre discussion, je pourrais te parler des défis avec la pandémie, parce que c'est un secteur qui a été vraiment touché, avec celui de l'aéronautique ainsi que de la restauration, entre autres domaines d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu On va, de cette manière-là que je me suis retrouvée ici, au fait. on va y revenir justement par rapport aux défis que tu as dû affronter pardon. Euh, Comment tu as vécu justement tes débuts dans le domaine professionnel au Canada? Est-ce que c'était dur? Est-ce que tu as connu une progression avant de devenir propriétaire ou copropriétaire de cette auberge de jeunesse, l'auberge du Plateau?
Oui, ça a été un parcours parce que moi, quand je suis arrivée, en fait, la manière dont ça a commencé, c'est qu'en tant que voyageuse, j'étais déjà tous les matins, je les aidais à plier les draps. Donc, je voyais l'équipe qui pliait les draps et je trouvais qu'ils avaient une belle manière de le faire. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être apprendre à plier mes draps comme ça va me servir quand je vais être chez moi. Donc, on a commencé à rigoler comme ça dans l'équipe et petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui me plaisait aussi parce que je m'entendais bien avec le propriétaire qui est devenu le père de mes enfants. Et donc, ça aide beaucoup aussi à pouvoir vraiment avoir ce sentiment d'appartenance. Donc, c'est la première chose qu'il a fallu que je ressente, au fait, sentir que je suis partie d'une équipe. Et l'équipe était déjà là, sur place. Donc, il y avait environ une dizaine de personnes. Et la manière dont je faisais à l'époque, au début, c'était que je faisais mes études. Et quand je finissais, mais le soir, je pouvais les aider. Et on était en fait une équipe d'étudiants. Il y avait plein d'étudiants dans l'équipe. Et donc, souvent le soir, vu que c'est calme, surtout l'hiver, c'est là qu'on pouvait étudier, par exemple. Donc, c'était facile pour moi de venir me familiariser petit à petit avec le ménage d'abord. Oui. Donc, l'été, vu que je n'avais pas de session à l'université, c'est là que j'en ai profité pour vraiment commencer par le ménage, savoir ce que c'était que de s'occuper d'une chambre, de faire un lit. Parce que pour moi, au fait, après, quand j'ai commencé à faire les entretiens, quand je suis devenue gérante, c'est ce que je disais aux gens. Je leur disais, vous savez, l'accueil, euh, l'hospitalité commence à la réception, avec le sourire qu'on donne à la personne qui arrive, mais il se concrétise réellement quand le voyageur lui-même a le sourire quand il rentre dans sa chambre. Parce que si c'est vous qui souriez à l'accueil et que lui, une fois qu'il ouvre la porte de sa chambre, ce n'est pas correct, mais ça ne marche pas. Donc, c'est sûr qu'en ayant fait du ménage, m'occuper des espaces communs, m'occuper des chambres, pour moi, au fait, ça m'a permis de vraiment comprendre un peu mieux le métier. Et de cette manière-là, je peux donner des suggestions. Euh, on a pu rénover des chambres. Ça aussi, on pourra en parler par rapport aux changements qu'on a fait. Mais en tout cas, après le ménage, ça a été être à la réception. Donc, être en contact direct avec le voyageur, comment l'accueillir, quelle est l'attitude à avoir. J'imagine qu'avec les langues que tu as, tu parles 5 langues, ça t'a apporté beaucoup dans ce projet. Finalement, le tourisme et les langues, ça se rapproche. Ça se rapproche et moi je parle Wolof, donc je viens du Sénégal. On a plusieurs langues au Sénégal, on en a une quinzaine et du coup on en parle tous au moins deux parce qu'il y a la langue commune, donc le Wolof, et il y a les autres langues. Donc moi je parle Wolof et le Serer et je parle un peu portugais, je parle parfaitement le français, l'italien et bien sûr l'anglais. Et c'est sûr que ces langues-là m'ont été utiles. J'ai rencontré des Sénégalais à l'auberge, des Sénégalais qui venaient du Japon. Il n'y a que dans des auberges qu'on peut faire des rencontres comme ça. J'ai rencontré des Sénégalais qui vivaient en Chine et qui étaient en vacances ici. Bien sûr, j'ai rencontré beaucoup d'Italiens et c'est toujours un plaisir pour moi de converser dans plusieurs langues. Donc, oui, après avoir fait le ménage, je suis allée à la réception. Ensuite, j'ai été en mesure justement de gérer l'équipe et désormais, je suis maintenant copropriétaire. Et à quel moment est-ce que la- l'entrepreneuriat ou le reprenariat s'est imposé à toi? C'est un choix ou c'est une proposition qui t'a été faite? En fait, ça a été toute une, euh, toute une progression dans la manière de me voir, de percevoir mon environnement et ma carrière également. Parce que ça a mis quand même 2 ans avant que je me dise, tiens, tu peux peut-être te mettre à temps plein. Parce qu'au début, je faisais quelques soirs et ensuite, j'ai commencé à faire des étés et ensuite, j'ai commencé à faire certaines journées, donc pour venir un peu renforcer l'équipe. Et ça a pris vraiment 2 ans pour que je me dise, tiens, j'abandonne la traduction et je me mets justement à l'auberge. Et ça a été toute une réflexion parce que moi, ma famille est toute au Sénégal, donc la seule personne que
j'avais ici, à l'époque, en tout cas, c'était des amis et le père de mes enfants. Donc, forcément, je me disais, c'est quand même un gros risque que de laisser ce pourquoi tu es venu en épousant autre chose qui n'est pas forcément à toi. Sauf qu'avec le temps, en travaillant justement, en laissant mon empreinte, en pilotant des projets, en créant, je me suis rendu compte que quelque part, je me réalisais moi-même beaucoup à travers ça. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce travail-là, c'est que ce n'était pas le travail de quelqu'un d'autre que je faisais. Dans la traduction, à moins qu'on soit dans la traduction littéraire ou peut-être on peut dire ce livre-là a été traduit par moi, c'est plutôt des documents qu'on traduit et souvent, c'est le travail des autres qu'on va, on va dire, adapter ou transposer dans une autre langue. Or, là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce que je crée, quelque part, non seulement ce processus m'a demandé un investissement humain, émotionnel, mais surtout, c'est quelque chose de tangible que je pouvais voir. C'est-à-dire que quand on disait qu'on allait faire un changement dans le petit déjeuner, apporter, par exemple, comme on l'a fait d'ailleurs, quelque chose de très québécois, donc aller faire des pancakes chauds devant le voyageur, aller à l'érablière, voir le monsieur sertir les pots de sirop d'érable encore chauds, nous les mettre dans des cartons et le poser sur la table le lendemain. Pour moi, au fait, c'était quelque chose de très concret. Et le résultat, l'impact sur le voyageur était très concret également. Donc, j'ai aimé ce côté un peu euh, action-réaction. Mais C'était immédiat. On essayait quelque chose, quand ça ne fonctionne pas, on changeait. Et alors, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. et tout ça, c'était tes propres idées? Oui, c'était des idées et ces idées-là venaient justement avec une ouverture d'esprit. Donc, j'ai fait quand même pas mal d'auberges au Oui. Québec en général. Je les ai presque toutes faites et un peu partout aussi à travers le Canada, donc Ottawa. On est allé également à Toronto. Donc, ça m'a permis aussi d'ouvrir l'œil sur ce qui se faisait ailleurs. On a également fait des activités comme accueillir tous les propriétaires d'auberges ici à l'auberge. Je Oui. leur ai fait à manger des plats sénégalais, ils ont apprécié. On est allé manger une soupe au Mont-Royal. Bref, c'était très agréable et c'était des moments où justement, ça me faisait du bien parce que je côtoyais d'autres personnes du domaine et du coup, j'en apprenais un peu plus. Et tous ces échanges, ces idées me permettaient d'avoir cette créativité que j'ai encore aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça qui m'a plu dans ce métier-là. C'est vraiment ce côté de créer, de changer les choses et de voir une réponse et de pouvoir s'ajuster au fait. Alors, si on devait résumer un petit peu les changements que tu as apportés à l'auberge du plateau, quels sont ces changements et comment se différencie aujourd'hui l'auberge du plateau par rapport aux autres qui existent au Québec? On a fait beaucoup de changements, mais peut-être parmi ceux qui illustrent plus notre vision, je te dirais que mes enfants sont nés dans cette auberge. J'ai accouché dans l'auberge. C'était une manière pour moi aussi dans ce processus, de vraiment me dire, tiens, il faut que l'endroit soit habité. Donc, je pense que ce qui fait notre différence fondamentalement avec les autres auberges, c'est que on est dans une maison. On n'est pas juste dans un endroit neutre, là où il y a du passage. Il y a vraiment quelque chose qui vit ici. Et c'est drôle parce que là, cet été, j'ai eu envie de rassembler tous mes collègues, au fait, de Montréal. Après la COVID, ça a été tellement dur et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas partager un repas ici à l'auberge? Et ils sont tous venus, tous sans exception. Et c'est drôle parce que ce qu'ils me disaient, mais c'est chez toi, c'est chez vous. On se sent chez vous. Et il y en a même qui m'ont dit, mais nos voyageurs n'ont pas ça, nos clients n'ont pas ça. À travers les marches, quand on monte les escaliers, on sent qu'on est À la chez maison. soi, à la maison. Et je me suis dit, waouh, que les collègues les remarquaient. OK, là, on vient de vraiment toucher du doigt ce côté spécial qu'on a à l'auberge du plateau. Alors, ce côté familial. Oui, En fait, tu es venu, tu y as donné de la vie et tu exactement.
la vie. Exactement. Au fait, vraiment, en accouchant, c'était ça. Je voulais qu'il y ait de la vie ici. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et ça a été le premier pas, au fait, a été de dire, OK, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Nous sommes une auberge familiale. Parce que je pense qu'on a tous une famille. Il n'y a pas un être humain qui peut dire, je n'ai pas de famille. On en a tous. Donc, je voulais vraiment que ce soit un lieu de rassemblement, mais rassemblement physique, mais rassemblement également sur ce qu'on a tous en commun, et c'est cette humanité-là, cette famille-là. Et l'équipe, l'équipe a été aussi le moyen d'exprimer cette mission-là qu'on a, parce que à l'Auberge du Plateau, c'est chez nous comme chez vous. Soyez chez nous comme chez vous. Donc, quand les gens arrivent, ils le ressentent. Et dans l'équipe, ils le ressentent également parce que nous, pendant les entretiens, on a la transformation qui a été faite, ça a été vraiment d'abord au niveau du formulaire. Donc, moi, ce que je fais dans les entretiens, je veux vraiment savoir si la personne est capable non seulement de travailler, donc d'être productif, mais surtout d'intégrer une famille, au fait. Et donc ça, au niveau des ressources humaines, ça a été la première chose qu'on a changé. Donc, d'avoir des personnes qui ne sont plus juste des étudiantes, parce qu'en fait, on ne s'investit pas de la même manière quand c'est un travail qu'on fait 15 heures, 20 heures, que quand c'est du temps plein. Donc, il a fallu justement aller chercher des gens, des professionnels dans l'hôtellerie, qui ont quand même une certaine maturité. Donc, on a changé la tranche d'âge du coup. Et là, on a commencé à avoir une équipe à temps plein avec des professionnels de l'hôtellerie et qui ont ce côté famille qui fait partie de leurs valeurs. Et ça a été le début de tout. Parce qu'avec une équipe comme ça, on a pu trouver justement l'accompagnement pour faire les changements. Les changements, ça a été, donc une fois que la famille, là, la maison est propre, on a lavé la maison, elle sent bon, elle est belle. Ben, maintenant, c'est le temps de recevoir la visite, n'est-ce pas? Et il a fallu donc ouvrir les horizons. Quand je suis arrivée, il y avait juste, donc on appelle ça les OTA, donc Online Travel Agencies. Donc, Booking.com en est, Expedia en est, Hostelworld en est. Nous, on travaillait juste avec un seul OTA. Et donc, il a fallu aller chercher Booking.com, Expedia, Hostels.com, Trivago. Bref, on s'est inscrit sur pas mal d'OTA pour justement multiplier notre visibilité et aller chercher des gens de partout. Donc, c'est de cette manière-là, je me souviens qu'on l'a fait quelque chose comme un 13 août. Euh, Ça a été le lendemain, on croulait sur les réservations. Ça a été, mais c'est ça que j'aime dans ça, c'est que tu fais quelque chose et tu vois le résultat. Et ça a été mais une progression dans le chiffre d'affaires, mais assez impressionnant. En 4 ans, on a pu presque le tripler, notre chiffre d'affaires. Donc ça a été quelque chose de très, très, très valorisant pour moi et pour tout le monde, pour l'équipe. Ensuite, les autres changements, ça a plutôt été au niveau numérique, parce que quand je suis arrivée, on était encore au papier. Donc, on avait des signes de couleur, arrivée, départ. Et bien sûr, avec le concours de mes professionnels dans l'équipe qui m'ont dit, non, mais là, attends, il faut passer à autre chose. Euh, Là, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est passé à un autre niveau. On a eu donc des supports différents, c'est-à-dire que les gens pouvaient maintenant payer par carte de crédit. Euh, les gens pouvaient réserver à distance. On avait un système pour gérer toutes nos réservations. On pouvait payer en ligne, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Il fallait tout le temps attendre que la personne arrive. On pouvait vérifier les cartes, faire des préautorisations. Donc voilà, on a vraiment modernisé notre environnement de travail. Et bien sûr, quand on parle de modernité, on parle aussi des systèmes de communication. Donc, on a été présent sur le web un peu plus, sur les médias sociaux. On a un beau site Internet. Et puis voilà, ça a beaucoup contribué aussi à, on va dire, rajeunir l'image de l'auberge, la mettre au goût du jour. Et de cette manière-là, au fait, nous, sur TripAdvisor, quand je suis arrivée, on était numéro, en tout cas, entre 40 et 50 sur 200, 260 établissements. Et là, dans les établissements spécialisés, je veux dire,
Et là, on est rendu numéro 5. Donc ça a été aussi une très, très grosse progression. Et donc, on a fait d'autres changements, bien sûr, physiques. Donc, au niveau de la structure même et de l'image de l'auberge, des chambres, ça a changé. Et on a rénové nos chambres et on a voulu que chaque chambre soit différente. Parce qu'en fait, à la maison, il n'y a pas une chambre qui ressemble à l'autre, n'est-ce pas? La chambre des parents est typique, Oui. la chambre des enfants, chaque enfant a son empreinte, n'est-ce pas? Et ici, c'est la même chose. Notre chambre double ne ressemble pas à notre chambre simple, qui ne ressemble pas à notre chambre triple. Donc, chaque chambre a vraiment son identité. Et c'est un peu ça qu'on a voulu apporter comme changement, toujours dans le but de donner une chaleur, au fait, aux voyageurs quand ils arrivent ici. Et alors, il y a eu le projet de la terrasse à un moment donné. Qu'est-ce qu'il en est? La terrasse, au fait, c'est la lumière dans le bout du tunnel. Parce que la terrasse est arrivée en plein COVID. On était complètement vide. Et nous, ça faisait déjà 10 ans qu'on avait cette magnifique terrasse sur le toit. Mais vraiment, chaque année, elle est fleurie. Chaque été, elle est magnifique. Alors, ce qu'on avait sur la terrasse, nous, c'était de créer cet espace avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes pour que les voyageurs puissent non seulement avoir comme un répit en journée, et tous les vendredis, au fait, on organisait des activités. Des activités pendant lesquelles on s'était dit, tiens, ça serait bien d'avoir ce trait d'union, en fait, ce lien entre nos voyageurs et le monde extérieur. Donc, ça faisait déjà 4, 5 ans qu'on faisait des concerts tous les vendredis sur la terrasse avec des artistes locaux qui, du coup, ont un public local, qui, du coup, suivaient l'artiste sur la terrasse. Et ça nous permettait donc d'avoir des rencontres impressionnantes entre nos voyageurs qui sont là, puis qui ont une terrasse sur place, et le monde extérieur, donc Montréal. Et pendant la COVID, je t'avoue que déjà, on a mis du temps pour savoir si on allait être ouvert ou pas à l'auberge, parce qu'en zone rouge, on avait décrété que les auberges jeunesse du Canada allaient fermer, qu'il était important qu'elles ferment parce que on les considérait comme étant un lieu au fait de, on va dire, à risque. Et nous, on a dû subir ces décisions avec beaucoup de difficultés. Et ça a été quand même, ça a duré pendant quelques mois. Et quand on a commencé à passer de la zone rouge à la zone orange, à la zone jaune, et le vert est arrivé, on s'est dit, bon, c'est vrai que l'auberge est vide, c'est vrai que les frontières sont quand même encore fermées, c'est vrai qu'on n'a pas de voyageurs, mais on a un espace et cet espace-là pourrait accueillir quelque chose de très beau. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave. Une terrasse est faite pour habiter du monde, pour accueillir du monde. Si on n'a pas de voyageurs, on a des Montréalais. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Et c'est de cette manière-là qu'on a décidé de créer la terrasse Teranga. Teranga qui veut dire hospitalité en Wolof. Et je trouve que ça se dit très bien, qu'on soit anglophone, francophone, italien. Teranga est un mot qui est beau, puis il y a terre aussi dans Teranga. Et c'est de là qu'on s'est dit, tiens, on va créer ce concept-là, quand même très unique, de souper-concert. Donc, tous les samedis, on organisait des soupers avec des artistes montréalais basés ici. Et on était salle comble ou terrasse comble tout le temps, tous les samedis de l'été. Ça a été vraiment une très, 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 très belle période. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien ces quelques mois où on a pu non seulement mettre encore au goût du jour notre créativité, mais sur le plan émotionnel, ça a été très fort parce que ça voulait dire au fait que dans cette noirceur, dans ce vide, on pouvait créer quelque chose. Et moi, ce qui m'a beaucoup émue et m'a beaucoup, beaucoup fait du bien, c'est aussi la réponse des gens qui me disaient, mais tous les samedis, on avait besoin d'un endroit comme ça. Exact. Et oui. Et alors, Kumba, aujourd'hui, on est encore en pleine pandémie. Comment se porte l'auberge du Plateau aujourd'hui? Alors, on a connu, donc pendant la période de la terrasse, cet été, l'industrie quand même de l'hôtellerie a été gâtée, on va dire, parce que à partir de juillet,
Oui. c'est parti avec la fête du Canada, au fait. On s'est, on s'est, c'est fou, on s'est rempli. On avait beaucoup, beaucoup de gens parce que les Canadiens se sont dit, mais on va bouger, on va bouger. Donc, on avait des Canadiens partout à Montréal. Et bien sûr, avec ce qui s'est passé un peu avant le Nouvel An, les choses ont complètement changé. Donc, c'est sûr que là, en temps normal, déjà, février, mars, janvier sont des mois morts. Dans l'hôtellerie, c'est le terme qu'on utilise, c'est mort. Mais là, avec la COVID en plus, situation aggravante, c'est encore pire. Donc, c'est sûr que là, c'est le calme total. Mais là où on est chanceux, nous, c'est qu'on a une équipe au complet. Et qui parle d'équipe, parle de ressources humaines. Et les ressources sont ces choses-là qui te donnent de l'énergie, en fait, qui te donnent ce mouvement, ce dynamisme. Et donc, même si c'est calme, Mhm. on est quand même en train de se préparer pour l'été, qu'on espère beau, on l'espère mouvementé, on l'espère. Croisons les doigts. Ouais, on a hâte qu'il soit vivant là. Donc, voilà, nous, on se prépare petit à petit au sein de l'équipe à mettre sur place des petits projets, des petits changements également, essayer des nouveaux systèmes, par exemple, pour voir comment ça fonctionne. Parle-nous de tes perspectives d'avenir, justement. Pour les perspectives d'avenir, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment accueillir plus l'art, en fait, dans l'auberge. Donc, ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre sur place et sans forcément rentrer dans les détails, c'est, je pense, un projet qui va renforcer ce lien qu'on va établir entre nos voyageurs, euh, nos artistes et les Montréalais. Donc, je pense que ça, c'est une perspective qui va apporter de la vie, de l'espoir et surtout qui va rétablir ce lien que je pense COVID a vraiment coupé à travers l'art. Donc ça, c'est un projet sur lequel on est en train de travailler. Et bien sûr, on continue de faire des rénovations dans l'auberge parce que du coup, ce que la COVID nous a montré, c'est que les gens ne vont pas forcément voyager de la même manière. Donc là, on est en train de faire des changements au niveau physique pour que justement, ça soit beaucoup plus approprié aux nouvelles réalités. On a par exemple des chambres partagées. C'est Oui. sûr que les gens c'est d'ailleurs pour ça, une des raisons pour lesquelles les auberges ont été fermées pendant la COVID, parce qu'il y a des chambres partagées. Et c'est ça la particularité des auberges, c'est que ça convient maintenant à tous les budgets. Nous, on a des chambres dignes de beaux hôtels. On a de très belles chambres avec de beaux tableaux, de beaux objets. La décoration est magnifique. Et il y a des chambres qui sont pour un budget beaucoup plus raisonnable ou beaucoup plus modéré. Donc, c'est sûr que au niveau des chambres partagées, on est en train de faire quelques petites transformations pour que les gens soient plus à l'aise justement à les utiliser. Et voilà, pour les perspectives d'avenir, je pense que au niveau des partenariats aussi qu'on est en train d'établir avec des organismes par l'entreprise de Tourisme Montréal, on est en train de voir un peu quels sont les organismes avec lesquels on aimerait collaborer pour justement bonifier l'expérience de nos voyageurs pour que quand ils arrivent ici, je me trouve ambassadrice de Montréal. Moi, je pense que je fais partie de ces personnes qui Oui. font aimer la ville et c'est ce que je dis à l'équipe et c'est ce qu'on essaie de faire justement. Alors, j'ai une question, hein, peut-être que ça va intéresser les femmes entrepreneurs qui sont des mamans également, hein. Je rappelle que tu es maman de 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Oui. Oui. Comment tu fais pour concilier affaires, vie professionnelle et vie privée? Est-ce que c'est simple? Parce que tu n'es pas que copropriétaire de l'Auberge du Plateau, mais tu es également ambassadrice de... euh, Groupe des 30. exactement. Tu animes énormément de séminaires, de tables rondes. Mhm. On associe tout ça. Au fait, moi, c'est vrai qu'avant la COVID, j'avais pas le monde virtuel n'existait pas, tout était en présentiel et j'avais beaucoup, beaucoup de travail à l'auberge. Donc, c'est sûr que quand la COVID est arrivée et qu'on a dû fermer nos portes de manière temporaire,
ça m'a permis aussi de sortir un peu de l'auberge, de voir ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer dans des CA, à m'impliquer dans le groupe des 30, justement, qui est une initiative de Concertation Montréal pour justement amener des jeunes des communautés ethnoculturelles à s'engager un peu plus dans les CA. Et j'ai participé à des activités comme Afro Happening, par exemple, où on met en avant justement les leaders de la communauté noire. Donc, tout ça, au fait, a été possible un peu, on va dire, grâce à la Oui. COVID. Parce que ça m'a donné du temps. Là, aujourd'hui, je suis dans une phase où je dois m'adapter, au fait. Et vraiment, à travers une discipline que je suis en train d'instaurer pour l'instant, pour vraiment avoir du temps à consacrer, mais de manière intelligente, sans forcément m'essouffler, à chacune de mes implications. Donc, c'est sûr qu'il y a les enfants au milieu de tout ça. Et ce que je pense qui m'aide à naviguer entre tout ça, c'est qu'on vit déjà dans l'auberge. Donc, c'est sûr que le fait de vivre dedans, c'est pas comme si j'ai l'impression que ça fluidifie un peu le mouvement. Et j'ai aussi l'impression que les enfants adhèrent à 100% à ce qu'on fait. Souvent, ma fille a envie d'aller aider notre équipe de ménage, par exemple. Et je lui dis, mais est-ce que tu as fini tes devoirs? Elle me dit, oui, j'ai fini mes devoirs, donc je vais aller aider May. Et au fait, dans notre équipe, on a un Chinois et une Japonaise. Et vu qu'elle adore les mangas, Ah oui. on imagine un peu, elle, c'est le moment de bonheur quand elle descend parce qu'elle a envie d'aider. Je ne sais pas trop si elle aide ou si elle discute, mais en tout cas, Ça elle doit descend. Donc, le, le fait qu'ils aient cette proximité-là avec l'équipe, qu'ils Oui. soient vraiment familiarisés à l'auberge, moi, j'ai l'impression qu'ils sont partie intégrante du processus. Donc, c'est pas difficile pour moi de gérer tout ça. Puis il y a aussi leur papa qui est là et qui est très, très, très impliqué dans l'éducation des enfants. Donc, c'est sûr que moi, ça facilite un peu mon engagement dans l'auberge et un peu partout. Alors, toi qui as une expérience dans le reprenariat, hein, brièvement, parce que je pense que le temps file, euh, quels sont les avantages et les inconvénients du reprenariat? Je vais commencer par peut-être les inconvénients. Moi, je pense que au niveau des changements à apporter dans une entreprise parce que le reprenariat, c'est ça, c'est le fait, au fait, pour un entrepreneur de reprendre une structure qui existe déjà. Oui, Donc, de s'appeler entrepreneuriat, on reprend, donc du reprenariat. Et au fait, pour le repreneur, je pense que le premier défi, c'est d'être en mesure, au fait, soit de coller sa vision à ce qui existe déjà, oui, ou alors peut-être de savoir manœuvrer s'il a envie de mettre en place des nouvelles choses. Donc là, parce que souvent, euh, il y a une clientèle qui est déjà là, qui est habituée à quelque chose. Il y a peut-être aussi une équipe qui est déjà là. Donc, faut savoir quand même gagner la confiance des gens. Donc, je pense que le premier défi, c'est au niveau de la confiance qu'on doit insuffler dans son environnement. oui. Euh, Peut-être l'autre défi aussi serait dans la manière, je pense, de gérer aussi le regard qu'on pose sur l'équipe. Euh, Parce que chaque entrepreneur, je pense, a cette sensibilité au fait, ou cette manière de gérer son équipe. Et quand on n'est pas aligné forcément avec les valeurs qui étaient là avant, ça peut poser un problème. Alors, pour les défis, rapidement, je pense que ça pourrait être ces deux aspects-là. Euh, pour les avantages, je pense qu'au niveau du financement, vu qu'on reprend une entreprise qui a déjà un historique, un passé, un passif, vu qu'on est dans une structure qui a déjà fait ses preuves, je pense qu'au niveau des banques, c'est beaucoup plus facile d'aller faire les démarches pour du financement. Peut-être l'autre avantage que je vois aussi dans le reprenariat, c'est au niveau des ressources humaines qui sont déjà là, parce Oui. qu'on sait que le défi
un des plus grands défis, en tout cas, c'est de trouver une équipe. Quand on reprend une structure, d'habitude, l'équipe est déjà là. Mais il y a aussi l'accompagnement, normalement, souvent dans la plupart des cas, des anciens propriétaires qui souvent ont un grand attachement à l'entreprise et qui ne vont pas forcément te laisser tout seul. Ça aussi, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Ça dépend de comment on se place. Mais si normalement, avant d'acheter, on connaît le produit, on connaît les valeurs de l'entreprise, la mission, normalement, on devrait être en mesure de s'aligner avec les autres propriétaires. Et justement, je pense qu'il y a cet accompagnement-là qui fait que les ressources humaines vont nous adopter plus facilement. Et il y a un avantage de taille, c'est que l'entreprise a déjà ses clients, en fait. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans un néant, dans un vide. Il y a déjà quelque chose qui existe. Le gros Et défi, c'est le fidéliser cette clientèle. exactement, exactement. Et peut-être la dernière chose que je dirais, ça serait au niveau des risques. Des risques, parce que quand on commence une entreprise, même si on a fait, on va dire, une étude de marché, même si on a un plan d'affaires solide, on ne peut pas comparer le vécu, en fait, l'action à cette théorie-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques, il y a des changements, il y a du tâtonnement, il y a des échecs, il y a des choses à changer. Or, dans l'entrepreneuriat, c'est minimisé ça, cet aspect-là. Il est minime dans le sens où il y a déjà quelque chose qui est là et au niveau de la prise de risque, j'ai l'impression qu'elle est moindre. Donc, voilà pour les avantages que je vois. Très bien. Kumbangom, si tu avais des conseils à donner aux entrepreneurs qui voudraient se lancer en affaires, quels seraient ces conseils? Comment réussir l'entrepreneuriat? Quelles sont les clés du succès à ton avis? Pour moi, au fait, le premier facteur, c'est déjà la connaissance de soi. J'en étais pas forcément consciente quand j'ai commencé, mais finalement, j'ai un peu fait les choses à l'envers. Mais ce qui compte, c'est d'être conscient de tout ça, que ce soit au début ou à la fin. Mais c'est quand même mieux au début, parce que c'est en se connaissant soi qu'on sera en mesure, au fait, d'établir ses valeurs, sa mission, son mode managérial, par exemple, comment sera l'interaction avec l'équipe, avec les clients. Donc, je pense que ne jamais oublier de se connaître soi et de nourrir, en fait, cette connaissance en soi. C'est important, premier facteur. De cette manière-là, on apporte vraiment quelque chose qui nous appartient. Oui. On nous donnera, on peut avoir les mêmes ingrédients que les autres pour faire une pizza, mais la manière dont on va faire notre pizza ne sera peut-être pas la manière de Fatine, par exemple. Et c'est vraiment ça, c'est de reconnaître qu'on a des forces, qu'on a cette chose qui nous est unique. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra se démarquer par rapport aux autres. Le deuxième élément, je pense que c'est au niveau de l'entourage. Savoir s'entourer comme il faut pour justement grandir, passer à travers le moment difficile, avoir un regard bienveillant sur ce qu'on fait, pouvoir demander l'avis des autres, très, très important, parce que l'entrepreneur est quand même seul. Et je pense que beaucoup de gens l'ont découvert pendant la COVID. On est quand même seul dans notre entreprise, même si on a une équipe. À force de prendre les décisions et de devoir assumer certaines responsabilités, on se rend compte que c'est important quand même d'être entouré. Et peut-être la dernière chose que je dirais, moi, c'est... quelle serait la dernière chose? Quel conseil je pourrais donner? Garder espoir, Avoir l'esprit ouvert. avoir l'esprit ouvert. Oui. Avoir l'esprit ouvert pour mieux saisir les opportunités et mieux gérer certains échecs également. Avoir l'esprit ouvert que les opportunités se présentent des fois à travers des échecs. C'est important de le savoir. Et pouvoir aussi saisir des opportunités de marché qui pourraient nous aider à nous propulser, à aller de l'avant. Oui. Eh bien, Kumbangom, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment un bel échange. Ça fait plaisir. Je te souhaite une très, très belle journée et à très, très Bonne bientôt. journée.
Bonne journée, Fatine. Bye. Ciao.